Bienvenue à tous dans Planète Afro, votre rendez-vous de l'actualité africaine et caribéenne. Et pour ce numéro, une invitée atypique, une des rares personnalités noires habituées des plateaux télé en France qui vient avec un pari. Et si on pouvait conjuguer le féminisme avec la tendresse, la pop culture et la rigueur intellectuelle, et que ce même féminisme pouvait parler de Beyoncé, de Bell Hooks et de votre mère autant que de Simone de Beauvoir. C'est le pari de Rokhaya Diallo, journaliste, essayiste, réalisatrice et militante qui publie son ouvrage aussi personnel que politique, son dictionnaire amoureux du féminisme chez Plomb. Merci Rokhaya Diallo d'être là. Merci beaucoup pour votre invitation. Alors vous dites, on commence bien en tête, vous dites que c'est votre mère qui vous a transmis par son exemple l'esprit du féminisme. Pourquoi cette inspiration de proximité vous semble-t-elle aussi essentielle à revendiquer ? Parce que bien souvent, lorsqu'il s'agit de féminisme et qu'on demande à des personnes qui les inspirent, on va chercher des femmes dans l'histoire passée ou des contemporaines très très illustres, alors que bien souvent, on a autour de nous des femmes qui sont des modèles. Dans le dictionnaire amoureux, parmi toutes les entrées qui y figurent, j'ai choisi le mot immigré au féminin, parce que souvent dans l'immigration, les femmes sont invisibilisées, et que j'ai grandi auprès d'une immigrée qui est ma mère, et qui m'a donné cet exemple d'une femme qui a quitté son pays, le Sénégal, pour fonder entièrement avec mon père une famille, en partant vraiment d'un stade qui était celui de sa classe sociale, qui n'était pas forcément le plus évident. Donc en termes de féminisme, de construction de soi, d'estime de soi et d'ancrage dans un nouveau contexte, j'ai vraiment eu un exemple quotidien en grandissant. Une mère qui nous regarde et qu'on embrasse. Absolument, ouais, qui ne rate jamais vos émissions. Ah bah, on l'embrasse fortement. Au-delà de votre mère, plusieurs figures féminines et féministes peuplent ce dictionnaire amoureux et par définition subjectif, c'est votre choix. On y retrouve plusieurs personnalités telles que Bell Hooks, Christiane Taubira ou Paulette Nardal. Parlez-nous d'elle, qui est peut-être, elle, moins connue que les autres et son apport, justement, au mouvement de la négritude. Alors oui, Paulette Nardal, avec ses sœurs, est une figure, en fait, absolument centrale du courant de la négritude. C'est la première femme noire à avoir été diplômée de la Sorbonne dans les années 1920. Et avec ses sœurs, elle a créé des salons littéraires où se retrouvait toute la diaspora noire qui était à Paris, donc africaine, caribéenne, mais aussi américaine. Et c'est dans ces salons qui étaient fréquentés à l'époque par Léopold Sédar Senghor, par Aimé Césaire, par Léon Gontran Damas, que finalement l'idée de la négritude a éclos et finalement elle a germé sous une forme plus explicite sous leur plume, mais elles ont vraiment été les sœurs Nardal à l'origine de ça, et elles ont été, comme beaucoup de femmes, effacées de l'histoire. Et puis Paulette Nardal, c'était aussi une journaliste qui a beaucoup, comme vous, chroniqué l'actualité afro des années 30, donc vous êtes effectivement une de ses héritières. Ah ben, j'en suis très fière, très très fière. Elles ont en commun aussi de ne pas être blanches en particulier, et j'aimerais qu'on parle à présent de ce féminisme dit universel qui se veut humaniste, qui récuse les particularismes et qui l'accuse de le féminisme, on va dire, universaliste, accuse finalement les autres féminismes de morceler la lutte. Vous revendiquez un féminisme, j'ai lu, situé. Vous vous inscrivez dans l'afroféminisme. Est-ce que vous pourriez nous dire, justement, parce qu'il s'agit de mots, c'est un dictionnaire, quelles sont ces définitions, justement ? Alors effectivement, oui, je parle dans ce dictionnaire amoureux du féminisme blanc. En fait, le féminisme blanc, c'est un féminisme qui s'accommode de la suprématie blanche. On sait que l'histoire de l'esclavage, de la colonisation a créé des hiérarchies parmi les humains, et certaines femmes, en fait, ont bénéficié de ces hiérarchies au détriment d'autres êtres humains, hommes et femmes. Et finalement, le fait de ne remettre en question que la domination de certains hommes sur certaines femmes privilégiées et pas de ce que subissent toutes les femmes, c'est une manière effectivement de continuer à perpétrer des dominations qui sont ancestrales. Et l'universalisme, moi, c'est un terme dont je me réclame, qui pour moi a été capturé par quelques-uns, mais qui s'inscrit bien au-delà en fait des philosophies des Lumières. L'universalisme, en fait, il s'inscrit dans un certain nombre de philosophies africaines comme la Charte du Mondé, mais aussi moyen-orientale avec le Cylindre de Cyrus, qui est aussi un texte universel qui est né dans le contexte qu'on considérait aujourd'hui comme l'Irak. Donc l'universalisme, pour moi, il est porté justement par les féministes qui sont les plus marginalisées, qui, pour citer Bell Hooks, doivent passer de la marge au centre. Et je pense que les voix des
femmes qui sont notamment dans le sud global, qui font tourner le monde, doivent être centrales et doivent être le moteur des féminismes. Et finalement, le féminisme ne peut pas s'inscrire uniquement dans des préoccupations bourgeoises. On ne peut pas se contenter de dire on va mettre un pourcentage important de femmes dans les grandes entreprises du CAC 40. Il faut que les femmes qui se mobilisent, par exemple parce qu'elles sont femmes de chambre dans des hôtels et qui veulent accéder à des droits, soient au premier rang et aux premières loges des préoccupations de toutes les femmes. Et donc effectivement, il ne s'agit pas de corriger quelques inégalités à la surface, c'est vraiment une révolution profonde, le féminisme. Une révolution profonde, n'empêche que cette parole-là de féministe que vous assumez dans vos prises de parole font de vous une cible de l'extrême droite. Finalement, beaucoup plus, et s'il y a quelque chose, un mot, j'allais dire, qui cristallise aussi beaucoup cette haine-là, c'est le terme voile, le voile. Peut-on aujourd'hui en France se dire féministe et voilée? Je vais même aller plus loin, peut-on être musulmane et féministe? Je pense que toute femme peut être féministe et que des féministes musulmanes, il y en a plein dans toute l'histoire. Il y a une entrée dans mon dictionnaire amoureux qui est consacrée à Khadija, qui est une des femmes les plus illustres qui figure dans le Coran. Ça a été la première personne à soutenir celui qui est considéré comme le prophète de l'islam. Donc c'est une figure d'inspiration féministe pour toutes les musulmanes du monde. Et il y a eu des personnes qui portaient un foulard, qui ont reçu des prix Nobel de la paix, je pense... à Malala Yousafzai, qui est pakistanaise, ou à Tawakkol Karman, qui était yéménite, qui était institutrice, qui avait reçu aussi le prix Nobel de la paix au début des années 2010. Donc je pense que c'est très condescendant, en fait, de considérer que la manière dont se vêtit une femme, finalement, minore son féminisme. On peut être On peut être féministe comme Beyoncé, qui, elle, choisit d'exposer son corps, mais on peut effectivement être féministe comme Malala Yousafzai, comme Aminata Draman Traoré, qui est une personne que je cite, qui a toujours ses grands boubous, ses foulards, etc. Et je pense qu'il n'y a pas d'incompatibilité de fond entre les religions, quelles qu'elles soient, l'islam, le christianisme et le judaïsme, avec le féminisme. Il y a dans toutes les religions des femmes qui font aussi avancer les droits des femmes au sein de leur propre communauté. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est compliqué en France d'exister, y compris dans le sport. Et là, je pense à toutes ces femmes athlètes, sportives, qui veulent pratiquer leur sport tout en se couvrant et qui malheureusement sont entravées. Alors qu'on a aux États-Unis une championne olympique qui est Ibtihaj Muhammad, qui est escrimeuse et qui portait un hijab et qui représente très bien les États-Unis. Absolument, tout est possible, toutes les entrées, vous allez voir, c'est fascinant, c'est très intéressant. Et puis ce ton, très drôle aussi, très enlevé, c'est extrêmement ludique, ça se lit comme un roman. Voilà, donc c'est pour l'été. Le dictionnaire amoureux du féminisme de Rokhaya Diallo. Merci beaucoup pour ça, c'est chez Plomb. Restez avec nous et on va faire un petit tour à Cannes, au Festival de Cannes qui s'est clôturé le 25 mai. Un prix pour le premier film nigérian en sélection officielle d'un certain regard. My Father's Shadow d'Akinola Davis Jr., mention spéciale de la Caméra d'Or, un récit semi-autobiographique qui se déroule sur une seule journée dans la mégalopole nigériane de Lagos pendant la crise électorale de 1993. Un père qui tente de guider ses deux jeunes fils à travers l'immense ville alors que les troubles politiques menacent. On l'écoute au micro de nos équipes à Cannes. Faire un film où que ce soit est extrêmement difficile. Et je pense qu'au Nigeria, c'est plus une question de logistique. Un peu comme les Jeux Olympiques de la logistique. Il y a beaucoup de choses à faire et certains aspects structurels sont peut-être différents des habitudes de travail en Europe, en Amérique ou en Asie. L'industrie du cinéma au Nigeria est gigantesque, mais les Nigérians ont leur propre méthode de travail. Et je pense que ce qui était vraiment important pour nous, c'était d'essayer d'apporter une certaine structure et de permettre à chacun de travailler de la manière la plus créative qui soit. Et à présent, un hommage à l'immense réalisateur algérien Mohamed Lagdar Hamina, décédé à l'âge de 91 ans, 50 ans jour pour jour, après son sacre à Cannes en 1975 avec son chef-d'œuvre Chronique des années de braise. Il reste à ce jour le seul cinéaste arabe et africain à avoir été couronné par une palme d'or à Cannes. Alice Broga. Ils sont venus nombreux dire adieu à l'une des figures emblématiques du cinéma algérien. Mohamed Lagdar Hamina, décédé à l'âge de 91 ans, a été enterré samedi dans la banlieue sud d'Alger, en présence de ses proches, mais aussi de nombreux artistes algériens qui saluent son héritage. C'est un mec très intelligent et libre et avec un amour de la liberté et de son pays, etc. Donc on a une grande figure qui s'en va. Ce qui est important, il a
il a fait des œuvres qui restent, et c'est ces œuvres-là qui vont parler de lui, non? Et on parle beaucoup plus de ça pour les nouvelles générations. Ils vont voir ses films, etc. Et c'est ça qui est important. Mohamed Lagdar Amina s'est éteint vendredi, 50 ans jour pour jour, après avoir reçu la Palme d'Or à Cannes en 1975 pour son film Chronique des années de Braise. Une fresque historique qui retrace les prémices de la lutte pour l'indépendance du peuple algérien. Cette histoire, c'était aussi la sienne. Pendant la guerre d'Algérie, son père a été enlevé, torturé et tué par l'armée française. Mohamed Lagdar Amina s'était ensuite lui-même engagé dans la résistance algérienne. Je n'ai pas pu la gagner sans la mort de mon père, sans ma mère, sans ma grand-mère, sans tous ces héros algériens qui ont donné leur vie pour cette Algérie. Perçu comme un cinéaste qui porte la voix du Sud, Mohamed Lagdar Amina a aussi dénoncé l'exploitation des femmes dans son film Vent de sable, qui raconte l'histoire d'une femme répudiée par son mari pour ne pas lui avoir donné d'héritier masculin. Là, j'ai fait un film militant pour la promotion et l'émancipation de la femme, chez moi dans mon pays, en Algérie et dans le monde musulman. À ce jour, Mohamed Lagdar Amina reste le seul cinéaste du continent africain à avoir été sacré à Cannes. Voilà, Lagdar Amina, on a hâte de pouvoir revoir ce film. Rokhaya Diallo, on se quitte avec votre coup de cœur du moment, c'est la série américaine White Lotus. Ouais, The White Lotus, alors comme le montre le dictionnaire amoureux, j'adore les séries. Ouais. The White Lotus, c'est une série dont la saison 3 s'est achevée il y a un mois à peu près, et qui raconte dans un cadre de complexe hôtelier de grand luxe, toutes les tensions de classe, d'hémisphère nord, sud, etc., dans un contexte où des gens sont en vacances, ils sont confrontés avec le personnel de l'hôtel, il y a énormément, c'est magnifique, c'est super bien. Ouais. C'est très bien écrit. Ça montre bien la complexité de notre monde et de la société américaine en particulier. Et c'est hyper divertissant. C'est vraiment très bon. Ouais, j'ai pas regardé moi encore. Il faut regarder. La saison 1, c'est la meilleure. Okay, c'est vraiment très bien. Ouais. Jennifer Coolidge est incroyable dans... super, voilà. Je vais regarder ça. Ouais, merci beaucoup, Rokhaya Diallo. Merci à tous. C'est la fin de cette émission. Et puis à très bientôt sur la Planète Afro pour une nouvelle émission. If everybody gives in to base instincts, it'd be total depravity, like a race to the bottom. Someone sell Malarazepam? I'm gonna have to drink myself to sleep. Got a really bad feeling. Something is off. What the fuck is this place? I almost died today. But we got the room comped, didn't we, babes? That was cool. Yeah, you did a great job, babe.